Bonjour et bienvenue dans la grande interview de la Provence. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Nous allons vous interroger sur les grands thèmes qui préoccupent les Français, les Provençaux évidemment, puisque vous êtes à Marseille, à moins de 5 mois d'une élection présidentielle à laquelle vous êtes candidate pour la 3e fois. C'est pour vous consacrer d'ailleurs pleinement à cette ambition que vous avez quitté récemment vos fonctions de président du Rassemblement national, poste que vous occupiez depuis 2011, lorsque vous avez succédé à votre père. Je rappelle par ailleurs que vous êtes député du Pas-de-Calais, que vous êtes né à Neuilly il y a 53 ans et que vous êtes à Marseille donc pour 2 jours. On va y revenir, mais avant de voir les questions donc politiques et d'actualité avec Florent Provençal et François Tonneau, une toute première question d'introduction. Qui êtes-vous vraiment, Marine Le Pen ? Je suis une Française, patriote. Je suis une mère de famille. J'ai eu 3 enfants en 10 mois et demi, ce qui est un record. Que j'ai élevé d'ailleurs seule, donc une famille, ce qu'on appelle monoparentale, donc je connais les difficultés aussi de ces femmes qui sont amenées à élever seules leurs enfants. Je suis une combattante, je crois qu'on dit de moi que je suis courageuse et je suis déterminée, voilà, c'est mon côté un peu menhir. Le côté breton qui ressort avec une forme de solidité face à l'adversité, c'est important. C'est intéressant votre question d'ailleurs parce que je crois qu'au-delà des projets politiques, je pense qu'il faut s'attacher à la personnalité de ceux qui les portent parce qu'il y a parfois des beaux parleurs qui entendent des choses, qui disent des choses qui sont agréables à entendre à l'oreille, mais qui en situation n'ont pas le courage, pas la détermination pour aller au bout de leurs engagements. Ça n'est pas mon cas. Allez, première question, François Tonneau. Bonjour Marine Le Pen, vous êtes une fan, vous venez de le dire, vous avez dû sans doute lire la tribune de ces femmes qui dans Le Monde en début de semaine se positionnaient contre le harcèlement dans le monde politique. Est-ce que vous avez vécu ça, vous avez subi du harcèlement, vous avez eu le sentiment de le subir ? Non, moi j'ai jamais subi de harcèlement, mais moi je suis portée par un mauvais caractère qui fait que peut-être certains n'ont pas tenté cela. Mais beaucoup de femmes, c'est vrai, qui sont en situation souvent hiérarchiquement inférieure, sont victimes de ce type de comportement. Ces comportements sont évidemment inadmissibles, mais il faut qu'elles portent plainte. Car si elles ne se plaignent pas à la justice, la réalité, c'est que personne d'autre ne peut régler le problème que les magistrats qui sont là pour ça. Donc, je compatis, car je pense qu'il est très difficile, quand on est en situation, encore une fois, de soumission hiérarchique, de vivre ce type de situation. Alors, il y a des mesures qui sont prises, on en a encore entendu jeudi de la part de Gérald Darmanin contre le harcèlement, contre les violences faites aux femmes. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant ? Est-ce que vous prendriez d'autres mesures si vous étiez élue présidente ? Alors, bon, je crois qu'il il faut prendre les choses les unes après les autres. Les violences faites aux femmes sont souvent des violences qui s'expriment dans le domaine conjugal. Et il faut évidemment une réponse très forte. Et notamment la première des réponses, je crois, c'est de mettre en place l'éloignement. C'est-à-dire permettre aux femmes qui sont victimes de ces violences, ou aux hommes d'ailleurs, car il y en a, contrairement, on n'en parle pas, mais c'est une réalité, il y en a, d'être protégées de la cohabitation de leurs agresseurs. Y compris lorsque, bien entendu, il y a des enfants qui sont eux-mêmes parfois victimes et en tous les cas toujours témoins de ce type de violence. Donc je pense qu'il faut multiplier les logements qui permettent de mettre les femmes, essentiellement c'est vrai, ou les hommes quand ils sont victimes, à l'abri. Et pour l'instant, cet élément-là pêche un peu. On voit bien que d'ailleurs il y a eu des mesures qui ont été prises, le bracelet anti-rapprochement, mais qu'on a du mal. C'est toujours pareil, il y a une bonne idée, il y a les fonds, mais on a du mal à mettre ça en œuvre. Et pour l'instant, c'est vrai que le nombre de bracelets anti-rapprochement qui ont été véritablement délivrés est probablement très minime. Et pour rester là-dessus, les plaintes hors commissariat, on voit que c'est une expérimentation qui est en cours dans certains départements comme le Pas-de-Calais, comme le Vaucluse, ici tout près de chez nous. C'est une bonne chose, ça, vous approuvez cette mesure ? Oui. Moi, je pense que de manière générale, d'ailleurs, il faudrait permettre de déposer plainte directement auprès des policiers, par exemple, en situation de flagrance. C'est-à-dire que les policiers qui vont
voir une victime sur la voie publique devrait immédiatement prendre la plainte, ce qui permettrait d'ailleurs d'avoir peut-être les moyens d'arrêter au plus vite les agresseurs. Or c'est vrai qu'en règle générale on ne fait pas ça et on demande aux gens de revenir plus tard, c'est long, les gens prennent sur leur temps de travail. Bon, au passage il faudrait aussi faciliter la vie des policiers qui sont eux-mêmes victimes. Et qui sont envoyés porter plainte sur leur jour de congé, par exemple. Là, il y a encore une fois quelque chose à faire, et notamment, moi, j'ai proposé que ce soit leur hiérarchie qui porte plainte à leur place, ce qui éviterait pour eux des difficultés. On reste sur la thématique de si vous étiez présidente. La 5e vague du Covid arrive en Europe partout. En France, c'est à peu près maîtrisé, mais les spécialistes disent que ça peut augmenter. Vous seriez pour quelles mesures? Reconfiner? L'installation d'un pass vaccinal? Non, Qu'est-ce que vous feriez? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je pense depuis longtemps qu'on aurait dû investir massivement dans ce qui est une innovation marseillaise d'ailleurs, hein, qui est l'analyse des eaux usées. Ça a très bien fonctionné, ça fonctionnait très bien, ça permettait de mettre sous surveillance des EHPAD, de mettre sous surveillance des écoles, et 2 jours, voire parfois même 3 jours avant l'émergence des symptômes, on voyait qu'il y avait une augmentation de la circulation. Ça permettait de prendre des mesures d'isolement ou de surveillance particulière, de tests de tous ceux qui étaient dans cette structure-là. On n'a pas fait ce choix. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une procédure de lutte contre le Covid qui est essentiellement vaccinale. Il n'y a qu'un malheur, c'est que le vaccin n'a pas rempli l'ensemble des promesses qu'on nous avait faites. Par exemple, le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid et il n'empêche pas de le transmettre. Je peux vous dire que j'ai moi-même j'ai connaissance de gens autour de moi qui ont été vaccinés. Ça permet d'éviter les formes graves. Voilà, c'est très bien. Ça permet d'éviter les formes graves. C'est donc une protection individuelle en réalité. Ça permet d'éviter. Ça n'est pas une protection collective. Ça permet de la saturation des hôpitaux. Bien. Donc ça permet de ne pas avoir de contraintes et de mesures à prendre si les hôpitaux ne sont pas saturés. Oui, c'est une. Donc c'est aussi une protection collective en ce sens. Non. Là, vous me parlez de budget. Le problème, c'est que le gouvernement a baissé de 5 700 lits en pleine crise sanitaire. Donc il y a un moment donné où on ne peut pas attenter aux libertés individuelles, parce que le pass sanitaire, c'est quand même une atteinte lourde aux libertés individuelles, sans compter la forme de vaccination obligatoire, parce qu'en réalité, c'est là où on en est. Quand on empêche les gens de vivre normalement au motif qu'ils n'ont pas été vaccinés, ça s'appelle une obligation vaccinale. Tout ça parce que l'hôpital est en train de s'effondrer sur lui-même et que le gouvernement, plutôt que de profiter de cette crise sanitaire pour dire l'hôpital va mal, il faut lui redonner les moyens, il faut embaucher des soignants, il faut ouvrir des lits, a fait exactement l'inverse. Ils ont suspendu 15 000 soignants et ils ont fermé 5 700 lits en pleine crise du Covid. Donc c'est parce que notre hôpital va mal que nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui de faire face à d'éventuels cas de Covid, étant entendu qu'on est quasiment à la vaccination totale de la population vaccinable. Vous voyez, donc on ne peut pas faire plus. Donc normalement, on devrait être dans la situation de cette immunité collective qu'on nous avait vendue et qui en réalité n'a pas lieu. C'était avant la variante Delta. Très bien, alors parfait. Mais encore une fois, à partir du moment où on s'aperçoit que le vaccin n'empêche pas la transmission et la diffusion du virus, alors on arrête le pass vaccinal. Vous voyez, il faut être cohérent. Moi, je ne dis pas au gouvernement, je ne lui jette pas la pierre parce qu'il peut s'être trompé ou avoir été trompé. Mais en l'occurrence, continuer à mettre en œuvre une mesure telle que celle-là, alors qu'on voit que ça n'apporte rien de plus, eh bien, c'est, je crois, disproportionné. La 3e dose, on la rend obligatoire ou pas? Non, mais rien ne doit être obligatoire. Moi, dans mon esprit, je considère que la liberté du patient, c'est-à-dire le consentement libre et éclairé aux soins qu'on lui apporte, est un élément essentiel de notre santé, des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Donc je suis contre l'obligation vaccinale. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours 10% des personnes âgées qui ne sont pas vaccinées et qui ne se vaccineront pas, parce qu'elles ne se vaccineront pas sous la menace ou sous la contrainte. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, je crois, que d'avoir un discours qui soit un discours de vérité, dire véritablement ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et de créer ce lien de confiance avec la population, plutôt que d'enchaîner les mensonges qui ont créé eux-mêmes
une vraie défiance Vous de la part de la davantage confiance population. aux médecins, alors, à la parole des médecins, à la parole des scientifiques? Faire confiance à la parole du gouvernement. Déjà, si le gouvernement avait arrêté de mentir à peu près tous les 3 jours, il n'y aurait pas cette défiance de la population à l'égard du gouvernement. Or là, c'est le cas. On nous a dit qu'il n'y aura pas de passe sanitaire pour les actes de la vie quotidienne. Puis après, on nous a dit jamais le pass sanitaire ne sera soumis à une 3e dose. Bon. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'une annonce est faite, elle est immédiatement contredite par le même gouvernement. Quant aux médecins, oui, il faut faire confiance aux médecins et il faut rétablir la liberté de prescription. Il faut autoriser les médecins à soigner dans l'état de leurs connaissances, qui sont quand même des connaissances importantes. On enchaîne avec le pouvoir d'achat, François. Le pouvoir d'achat, c'est aussi la préoccupation numéro 1 des Français. Vous le savez, une étude montrait lundi que ce pouvoir d'achat n'avait pas tant baissé que ça, au contraire, à part chez les 5% les plus pauvres. Est-ce que c'est un constat que vous faites, vous qui êtes pas mal sur le terrain? Non, pas du tout. Le constat que je fais, c'est une baisse du pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs ce que ressentent les Français. 75% des Français considèrent que leur pouvoir d'achat a baissé. Et c'est vrai. La réalité, c'est que les critères qui sont choisis pour déterminer le pouvoir d'achat sont des critères qui sont obsolètes. On voit d'ailleurs que bien souvent, le logement tient une part ridicule dans ces critères, alors que le logement est un des éléments très importants, évidemment, du budget des ménages. Donc, entre l'augmentation du fioul, l'augmentation du carburant, l'augmentation des taxes, des assurances, de l'électricité, du gaz et tout le reste, évidemment, le pouvoir d'achat a augmenté. Et le gouvernement, de manière indigne, on voit, a pris des décisions qui, en réalité, ont encore rendu plus difficile la situation des 5% les plus modestes de nos compatriotes. En revanche, ceux qui sont très aisés ont bénéficié beaucoup des réformes du gouvernement par l'intermédiaire de la suppression de l'ISF remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière et par la mise en œuvre de la flat tax. Vous, si vous étiez présidente, la première mesure que vous prendriez pour le pouvoir d'achat, ce serait quoi? La première mesure que je prendrais, c'est considérer que l'énergie est un bien de première nécessité. C'est-à-dire, je baisserai la TVA de 20% à 5,5%. C'est considérable comme effet, puisque ça entraîne, par exemple, pour chaque plein de 40 litres, c'est 8 € d'économiser. Donc ce serait un soulagement spectaculaire pour les Français, mais j'ai toute une série de mesures comme celle-là que j'ai d'ores et déjà annoncées pour certaines, d'autres que j'annoncerai dans les semaines qui viennent, et qui vont me permettre de restituer 150 à 200 € par mois à chaque ménage, aux ménages français. Et c'est essentiel, parce qu'encore une fois, le pouvoir d'achat devient vraiment une difficulté pour des millions de nos compatriotes. Vous parliez du logement, qu'est-ce que vous proposez pour le logement, pour ce poste qui devient, comme vous le disiez, de plus en plus fort dans le budget des ménages? Alors, comment on peut faire? Je vais être amené à développer cette partie-là de mon projet. Je ne l'ai pas encore fait, mais il y a déjà une chose qui est sûre, c'est que je vais mettre en place la priorité nationale. C'est pour le logement social. C'est-à-dire que je considère que les logements sociaux, qui nous ont coûté très cher à construire, coûté très cher aux Français, doivent d'abord bénéficier aux Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on sait que 31% par exemple des ménages immigrés sont dans un logement social, seuls 13% des ménages non immigrés sont dans un logement social. Donc je crois qu'il faut pouvoir redonner accès aux Français à un logement social qu'ils ont payé. Au-delà des logements sociaux, on encadre les loyers, on en construit de nouveaux logements. Il va très certainement falloir en effet en construire. Et puis il y a tout le phénomène, il y a toute la problématique du salaire. Vous savez qu'il y a toujours dans les débats politiques, est-ce qu'il faut augmenter le SMIC, est-ce qu'il ne faut pas augmenter le SMIC? Le problème de l'augmentation du SMIC, c'est qu'il s'impose parfois à des entreprises qui sont fragiles, et donc ça risque d'entraîner une défaillance de l'entreprise. Donc moi j'ai fait une proposition très claire. Je demande aux entreprises de passer un contrat d'entreprise. Toute entreprise qui augmente tous ses salaires jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%, eh bien, l'État gèlera les cotisations, le surplus de cotisations patronales. C'est considérable parce que bien souvent, les entreprises ont conscience qu'elles doivent augmenter les salaires, que les salaires sont trop bas, qu'elles ont de fait du mal à conserver leurs salariés ou du mal à en recruter. Mais ce qui les bloque, c'est l'augmentation parallèle des cotisations patronales. Comment on peut financer cette mesure ?
Mais on n'a pas besoin de la financer, puisqu'en réalité, ça n'est pas une dépense pour l'État. C'est juste un manque à gagner. Et ça, il s'agit de le faire pendant 5 ans pour relancer encore une fois l'emploi dans notre pays, alors même que les entreprises vous disent aujourd'hui qu'elles ont du mal à recruter et qu'elles savent qu'elles ont du mal à recruter parce que les salaires ne sont pas au niveau où ils devraient être. On voit bien que les difficultés pour recruter sont souvent dans des travaux, des métiers qui sont des métiers difficiles. La restauration, le BTP ou l'agriculture. Donc ça permet, encore une fois, de laisser la liberté aux entreprises de le faire, c'est volontaire, mais de les accompagner par l'intermédiaire de cette mesure qui est une mesure sociale. Vous faites une grande conférence sociale si vous êtes élu pour augmenter les salaires ? Mais je n'ai pas besoin d'une grande conférence sociale pour augmenter les salaires. Mais je pense que, encore une fois, les entreprises sont prêtes à le faire. D'ailleurs, on voit en Australie ce qui se passe ou en Grande-Bretagne ce qui se passe. Et comme je compte réduire considérablement l'immigration, voire l'arrêter, eh bien, il y aura de fait une tendance à l'augmentation des salaires, comme ça a été constaté en Grande-Bretagne ou en Australie au bénéfice de la crise du Covid. L'Australie a fermé ses frontières, donc beaucoup moins de flux migratoires. En Australie, eh bien aujourd'hui, certaines sociétés proposent jusqu'à 20% d'augmentation des salaires pour pouvoir trouver des salariés. C'est aussi l'offre et la demande. C'est un vrai sujet de fond parce qu'en fait, l'immigration a été utilisée dans le cadre de cette offre et de cette demande pour peser artificiellement en réalité à la baisse sur les salaires en France. On enchaîne avec quelques questions assez rapides qui intéressent les Français au quotidien. Marine Le Pen, vous le répétez régulièrement, vous avez des chats. Vous êtes soulagée de voir qu'on n'en vendra plus en animalerie ou sur Internet ? C'est-à-dire que je suis soulagée de savoir que seuls les professionnels, en réalité, pourront en vendre et pas en animalerie. Parce que les chiens et les chats ne sont pas des objets, ce ne sont pas des meubles, on ne peut pas les mettre derrière une vitrine. Ils ne peuvent pas être... on ne peut pas assurer leur bien-être derrière une vitrine. Donc évidemment, je m'en réjouis. Et je vais même plus loin que ça, parce que je pense qu'en matière de protection animale, il faut définitivement sortir les animaux de la catégorie des meubles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait demain, ce sera un gros travail, mais un travail essentiel, où tout le monde sera autour de la table. Il faut qu'il y ait une partie, un chapitre du Code civil qui concerne exclusivement les animaux. Donc les hommes, les règles qui régissent les hommes, les animaux et les meubles. 3 catégories qui sont différentes. Ça permettra de rassurer tout le monde, d'assurer la protection des animaux et en même temps d'assurer la protection de ceux qui travaillent avec des animaux, je pense aux agriculteurs, mais pas seulement, et ceux qui ont des traditions auxquelles ils sont attachés comme la chasse. Vous parlez, justement, parlons de la chasse. Est-ce qu'il faut l'interdire le week-end ou pendant les vacances comme le propose un autre candidat à l'élection présidentielle, Yannick Jadot ? Non mais l'interdire pendant les vacances et le week-end, ça revient à l'interdire. Il faut que M. Jadot soit honnête. Bon, parce que ceux qui chassent, dans leur immense majorité, sont des gens qui travaillent. Donc, ils ne peuvent chasser que le week-end et pendant les vacances. Donc, je pense que ça n'est pas une bonne proposition, car je suis opposé à l'interdiction de la chasse. On maintient tout. On maintient même les chasses traditionnelles. En revanche, non, mais il y a un autre sujet qui me paraît plus important, c'est le problème des conflits d'usage dans le cadre des forêts domaniales. Si vous voulez, on laisse les gens se promener dans les forêts domaniales, on les laisse ouvertes et en même temps, on loue ces mêmes forêts domaniales pour la chasse. Donc là, il y a un conflit d'usage. Et là, il faut effectivement se mettre autour de la table pour réussir à trouver une solution qui permette aux familles de pouvoir aller se promener sans risquer un accident et en même temps aux chasseurs de pouvoir continuer leur... C'est quoi, c'est les créneaux horaires par exemple ? Moi, je n'ai pas de solution qui tombe du ciel, si vous voulez. Je pense que ce sont vraiment des solutions qui doivent être trouvées précisément avec les usagers, avec les chasseurs et avec les responsables de la gestion de ces forêts domaniales. Et les chasses traditionnelles qui restent parfois un petit peu contestées, la chasse à la glu par exemple. On maintient ces chasses traditionnelles mais qui sont parfois un peu dures pour les animaux. Écoutez, je m'y connais assez mal, il faut bien le dire, en chasse. Vous savez que je ne suis pas chasseuse, donc je ne vais pas m'inventer des connaissances dans ce domaine. Mais moi, je considère que tout ce qui peut faire souffrir inutilement, si vous voulez, l'animal, même si l'acte de chasse est vieux comme le monde, il faut tenter de l'éviter. Maintenant, il y a des traditions, nous le savons. La tauromachie est une tradition également. J'avais demandé à ce qu'elle soit d'ailleurs interdite aux mineurs.
Je pense que ça n'est pas un spectacle qui doit être montré à des mineurs. Vous maintenez cette demande sur la tauromachie? Maintenant, je pense que, si vous voulez, nous avons des traditions et qu'il faut défendre ces traditions. Mais les arènes d'Arles, par exemple, interdites aux mineurs, Oui. Moi, je suis pour l'interdiction de la tauromachie aux mineurs. Je le dis très clairement. Je pense que ça n'est pas du tout un spectacle pour les mineurs. Vous êtes aussi contre les éoliennes. Il y en a 1900 en France. Vous allez les démanteler si vous êtes présidente? Il faudra bien s'y mettre. Hein, parce que la réalité, c'est que l'objectif, c'est de s'en passer des éoliennes. Déjà, en arrêtant de les subventionner, vous verrez qu'il y a beaucoup de chantiers qui vont s'arrêter d'eux-mêmes. Parce qu'en réalité, on subventionne massivement ces éoliennes, sans compter qu'il va falloir dépenser 100 milliards, c'est quand même pas rien, pour la mise en conformité du réseau pour les éoliennes. Donc évidemment, moi je considère que c'est perdant-perdant, ça coûte une fortune, c'est intermittent, c'est importé en plus, donc on ne les fabrique même pas, et c'est mauvais pour la biodiversité, c'est mauvais pour les hommes qui vivent à côté, qui en souffrent beaucoup, et en plus c'est affreux. Voilà, c'est affreux. Ça dénature totalement nos paysages, donc je lancerai en arrivant, évidemment en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de rupture sur le plan électrique, mais j'engagerai le chantier de démantèlement de ces éoliennes en commençant par celles qui sont les plus proches de notre patrimoine, souvent historique. Et vous remplacerez cette énergie par laquelle? Par le nucléaire. Le nucléaire, enfin écoutez, on a une énergie. Je crois, sur la centrale de Fessenheim. Oui, moi je demande qu'on... Enfin, moi je réouvrirai, si je suis présidente de la République, Fessenheim, pour peu que Emmanuel Macron effectue un moratoire sur le démantèlement, parce qu'en réalité, je crois qu'on arrive à un point de non-retour pour le démantèlement de Fessenheim en mars. Donc je trouve qu'il serait honnête de la part d'Emmanuel Macron de dire moi je fais un moratoire pour permettre éventuellement à mon successeur de prendre une décision qui soit une décision inverse. Donc je crois que le nucléaire, c'est vraiment une énergie qui est propre, décarbonée, constante, à bas coût, totalement maîtrisée sur le plan de la sécurité. Il n'y a aucune raison pour que cet atout français que nous a offert le général de Gaulle ne puisse pas être encore utilisé au bénéfice des Français. Pour combien de centrales supplémentaires par rapport à 6 EPR, il faudrait 6 EPR supplémentaires. Pourquoi pas des petites structures, donc, même si je pense que les petites structures dont parle Emmanuel Macron ont plus vocation à partir à l'exportation qu'à être utilisées sur le territoire national. Mais pourquoi pas? Nous sommes les champions du nucléaire, il faut que nous le restions. Voilà. Et que nous ne perdions pas ce savoir-faire, qui est un savoir-faire qui nous apporte en plus, mais notre indépendance énergétique. Et ça, c'est fondamental. Vous avez vu la discussion avec la Biélorussie. La Biélorussie menace de fermer l'arrivée de gaz en Europe. Ça veut dire que nous sommes dépendants au moindre conflit de pays qui décideraient de nous couper l'énergie. Si nous la fabriquons nous-mêmes, eh bien, nous n'avons plus ce problème-là. Allez, on passe à Marseille, puisque vous êtes à Marseille pour 2 jours. Vous passez 2 jours ici. Quel est votre rapport avec cette ville? C'est plutôt l'amour fou comme Emmanuel Macron ou l'image des dealers qui ont la même mise sur les quartiers, comme l'a dit récemment Éric Zemmour? Ni l'un ni l'autre, les deux sont un peu caricaturaux. Marseille est une très belle ville, mais c'est une très belle ville qui a été laissée à l'abandon en réalité par les pouvoirs publics. Voilà, on a laissé l'anarchie dans cette ville, et du coup, ceux qui l'aiment à la folie souffrent, sont malheureux de la voir se dégrader ainsi. Donc il faut rendre à Marseille en même temps sa beauté et sa sûreté, et je pense que sa beauté dépend de sa sûreté. Donc avant d'engager des milliards, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est la mode, chaque fois qu'il y a une élection, quelqu'un arrive pour offrir des milliards. Hein. Je me souviens, en 2013, c'était Jean-Marc Ayrault. 5 milliards, il avait fait beaucoup mieux qu'Emmanuel Macron. 3,5. 3,5 ? Bon, en moyennant quoi, ils se sont dissous, on ne les a pas vraiment vus. Hein. C'est bien souvent comme ça, les promesses, elles s'évaporent au fur et à mesure du temps. Je pense que moi, la promesse que je peux faire aux Marseillais, c'est de mettre le paquet pour rétablir la sécurité. Parce que je pense que sans sécurité, il n'y a pas de bien vivre, il n'y a pas de plaisir, il
il n'y a pas de commerces qui peuvent fonctionner correctement, et on le voit d'ailleurs dans toute une série de cités où les commerces ça finissent... sont des compétences municipales, métropolitaines. Vous faites comment Non, pour améliorer cette sécurité? La sécurité, c'est... Vidéosurveillance, Non, mais la police. sécurité, non, la sécurité, ça n'est pas c'est la compétence de l'État. Et moi, j'assume cette responsabilité. Je l'assumerai quand je serai présidente de la République. C'est la compétence de l'État. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des accords passés avec des municipalités pour qu'il y ait un travail police municipale qui soit probablement plus proche. Bien sûr qu'on peut faire ça, mais la chaîne pénale qui fait qu'on expulse les étrangers qui commettent des crimes et des délits, on arrête avec l'immigration clandestine, on libère les HLM des familles qui sont des familles délinquantes qui pourrissent la vie de tout le monde, on double le nombre de juges parce qu'il n'y en a pas assez en France et de très loin, et on fabrique des places de prison pour pouvoir y mettre les malfaisants. Eh bien ça relève évidemment de la responsabilité de l'État. Et moi, j'appelle les Marseillais à fermer les yeux et à réfléchir. Qu'est-ce que serait Marseille s'il n'y avait plus du tout d'insécurité dans les rues? Si on vivait comme on vit dans un certain nombre de grandes villes, c'est pas un vœu pieux, ça, de pays. Je suis désolé, mais moi je me suis baladé en Europe. Il y a un tas de pays dans lesquels il n'y a pas cette délinquance et cette criminalité. Les Français pensent que c'est partout comme ça et qu'il y a une forme de fatalité. C'est faux. Allez dans les grandes villes, par exemple d'Europe de l'Est, vous verrez, vous pouvez vous balader tranquillement à quelque heure du jour ou de la nuit, dans tous les quartiers que vous voulez. Il n'y a pas ce sentiment d'oppression qui existe dans des villes comme Marseille, mais pas seulement maintenant, dans des villes moyennes, même dans des toutes petites villes aujourd'hui, eh bien la délinquance est devenue reine. Donc il faut reprendre tout ça en main avec fermeté. On a laissé beaucoup de choses se faire, laisser aller, laisser passer. Il est temps, encore une fois, de resserrer vraiment la vis au bénéfice de tous, c'est-à-dire au bénéfice de tous les gens qui ont envie de vivre normalement, tranquillement. Donc vous misez tout sur la sécurité pour Marseille. Ça veut dire que vous abandonnez les phases sur les écoles, sur les transports non, pas du tout. Dans le projet Macron? Mais non, mais pas du tout. Mais si vous voulez, je l'ai dit ce matin, la politique de la ville qui consiste à rénover des bâtiments, à créer des bâtiments culturels, à rénover des écoles, si vous laissez les délinquants tout pourrir, tout taguer, tout détruire, comme ça a été le cas, on en a eu plusieurs exemples à Marseille dernièrement, à quoi ça sert? C'est comme si vous jetiez de l'argent par les fenêtres, comme si vous le brûliez. Mais cet argent, il ne tombe pas du ciel, il sort de la poche des Français. Ce sont les gens qui travaillent, qui payent des impôts et qui voient ce gâchis se dérouler sous leurs yeux. Donc je ne dis pas que c'est inutile. Bien sûr, la rénovation, c'est utile. Des bâtiments qui s'écroulent, et les immeubles qui s'écroulent, il faut évidemment les réhabiliter et effectuer des travaux. Mais d'abord, il faut rétablir la sécurité pour que tout cet argent qui est investi ne le soit pas sans but et ne soit pas gâché. Ça fait trop mal au cœur quand on voit les problèmes de pouvoir d'achat des Français. Ça fait trop mal au cœur de voir que leur argent, en réalité, serait jeté par les fenêtres. Un peu comme le pouvoir d'achat. Première mesure que vous prendriez sur la sécurité, ce serait laquelle? Le référendum sur l'immigration que je vais faire voter, qui est déjà rédigé, c'est un projet de loi qui est déjà rédigé, dans lequel il y a la priorité nationale et dans lequel il y a toutes les mesures que je veux mettre en œuvre, dont une partie constitutionnalisée d'ailleurs, et que je ferai voter aux Français. Parce qu'en réalité, ça fait des décennies que les Français sont contre l'immigration massive. Quelle question ce référendum? Non, il n'y a pas de question. Quelle question poseriez-vous aux Français? Ce n'est pas une question, le référendum. C'est un projet de loi complet, dont une de vos consoeurs d'ailleurs a dit qu'il était extrêmement précis, sérieux et travaillé. Et c'est vrai, il est extrêmement précis, sérieux et travaillé. Nous l'avons rédigé avec des magistrats, nous l'avons rédigé avec des conseillers d'État, et nous n'avons plus qu'à le faire voter par les Français. Donc il y aura, comme je vous l'ai dit, la suppression du droit du sol, c'est-à-dire que la nationalité française s'hérite ou se mérite, la possibilité, bien sûr, d'expulser les étrangers qui commettent sur notre territoire des délits ou des crimes, tous les critères qu'il y a pour rester sur le territoire, les règles aussi en matière d'aide sociale, parce que par exemple les allocations familiales, je souhaite qu'elles soient réservées exclusivement aux Français, et quant aux prestations de solidarité, RSA, prime d'activité, APL, aide au logement par exemple, eh bien je souhaite que les étrangers en situation régulière puissent y accéder, mais au bout de 5 ans d'équivalent temps plein
en France. Voilà, donc les règles vont beaucoup changer. Il est nécessaire de le faire parce que l'immigration massive nous coûte une fortune et cet argent, on en a besoin pour faire le bonheur des Français. Là, vous voulez passer par la loi, mais il y a aussi les traités européens. Vous avez été députée européenne, vous savez ce que c'est. Il va falloir passer au-dessus de certains de ces traités. Vous évoquiez aussi la préférence nationale dans le logement. Comment on fait ? Eh bien, je l'inclus très directement dans le référendum et je change la Constitution en indiquant que la Constitution française est supérieure à tout texte ou jurisprudence internationale. Pourquoi ? Parce que la Constitution, c'est la volonté du souverain. Le souverain, c'est le peuple français. C'est sa loi, c'est celui qu'il s'offre, c'est celui qu'il se décide. Et personne ne peut venir contredire la volonté du peuple français. Je l'inscrirai dans la Constitution, comme l'a fait d'ailleurs il y a quelques jours la Pologne. Au risque de perturber l'Europe. Pourquoi serait-elle perturbée ? Elle n'a pas à être perturbée. En matière d'immigration, elle n'a pas son mot à dire. Normalement, c'est elle qui s'est attribuée en réalité des pouvoirs qui n'étaient pas les siens. Elle n'a pas, normalement, on ne lui a pas délégué le pouvoir de gérer l'immigration à l'Union européenne. Donc, elle ne peut pas décider pour nous qui entre dans notre maison, la Maison France, selon quels critères, qui s'y maintient et qui doit en repartir. C'est à nous de le décider. Regardez, elle le fait à la frontière polonaise en disant la frontière polonaise, c'est aussi la frontière française quelque part. Vous trouvez que l'Europe là-dessus, elle est plutôt logique, cohérente ? C'est la bonne attitude ? Elle est cohérente, c'est-à-dire ça dépend de quel point de vue on se place. Sa cohérence, c'est qu'en réalité, pour l'Union européenne, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. C'est un projet. Et à chaque fois qu'elle est confrontée à une pression migratoire, à chaque fois, elle fait pression sur les pays pour que les pays acceptent d'ouvrir leurs frontières à cette pression migratoire. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait avec Frontex, où elle a condamné Frontex, la Commission, parce que Frontex avait opéré des refoulements de migrants en Grèce. C'est-à-dire que les clandestins sont arrivés et Frontex les a ramenés de là où ils venaient. Eh bien ça, la Commission européenne ne le supporte pas, parce que la Commission européenne, elle veut qu'on ouvre grand nos frontières au monde entier. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les peuples européens ne le veulent pas, voyez-vous, et qu'encore une fois, moi, dans la Constitution de la France, il y a marqué que le seul souverain, c'est le peuple. Et donc, je veux que la volonté du peuple français soit à nouveau respectée. Mais vous êtes pour l'immigration zéro, comme vous l'étiez auparavant, ou comme certains candidats, au moins pendant un temps, le demandent ? En tout cas, il faut un moratoire sur l'immigration au moment où nous parlons. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'ailleurs d'accueillir des étudiants. Moi, je veux dire, je veux bien accueillir des étudiants, je veux bien qu'il y ait un nombre d'étudiants étrangers, que l'on choisisse d'ailleurs en fonction des pays dont ils viennent, c'est-à-dire possiblement en donnant un avantage aux pays francophones. Mais il y a une condition, c'est que d'abord ils fassent vraiment leurs études, c'est-à-dire qu'ils passent leurs examens, et puis deuxièmement qu'ils rentrent dans leur pays à l'issue de leurs études, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour le reste, regroupement familial, il faut que ça s'arrête. Pour le reste, l'immigration de travail, pardon, mais on a 5 800 000 chômeurs en France et 40% des étrangers, le taux de chômage des étrangers, c'est 40%. On n'a pas besoin d'importer des chômeurs, vous voyez, compte tenu de la situation de notre marché du travail. Donc oui, il faut aujourd'hui arrêter l'immigration, en commençant bien sûr par l'immigration clandestine, mais également l'immigration légale, qui est trop importante dans notre pays par rapport à nos capacités d'accueil. Alors, on vous a entendu, Marine Le Pen, sur différentes thématiques, immigration, sécurité, économie. Mais finalement, pourquoi les Français vous choisirez finalement plutôt vous qu'un candidat LR, celui qui va émerger bientôt, ou un Éric Zemmour qui fonctionne aussi sur des thématiques équivalentes? Et puis ce sont des candidats qui, dans les sondages, sont ni proches ni loin de... Enfin, plutôt proches de vous. Oui, enfin c'est assez récent quand même. Ils sont très proches de moi récemment. Récemment. Oui, ils sont souvent proches de moi. Ils sont souvent proches de moi pendant une campagne d'ailleurs. J'ai noté ça. Mais c'est le bon sens qui va pousser les Français à me choisir plutôt qu'un candidat LR. Pour une raison très simple, c'est que quand vous appelez un plombier et qu'il vous fait un travail de sagouin et qu'il y a une inondation dans votre maison du fait de son intervention, pour régler le problème de l'inondation, vous ne rappelez pas le même plombier, quoi. Vous voyez, a priori, vous allez en voir un autre parce que vous pensez que le premier est incompétent. Oui, donc les Français peuvent choisir Éric Zemmour. Je pense que les LR ont été au pouvoir. Il y a eu beaucoup plus d'immigration sous leur mandat, beaucoup plus d'insécurité. Ils n'ont absolument rien fait. Si, ils ont supprimé la double peine, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, grâce à eux, renvoyer dans leur pays les gens qui ont violé, qui ont tué et qui sont de nationalité étrangère à l'issue de leur peine. Quant à Éric Zemmour,
Zemmour, la question c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait en réalité se tourner vers un Éric Zemmour qui n'a aucune solution différente de celle que nous avons, nous, très longuement préparée et de manière très technique, et alors même qu'il a, de surcroît, un programme économique qui est un programme économique très brutal, hein, qui laisse de côté les catégories modestes, les catégories moyennes. Les catégories moyennes sont complètement écartées du programme. C'est un candidat des riches? C'est un candidat de l'élite, oui, je le crois. Je crois qu'il se rapproche assez d'ailleurs des positions d'Emmanuel Macron sur le plan économique. Hein. La retraite à 64 ans, c'est-à-dire en réalité à 67, 68, 69. Parce que, ça va faire bondir Emmanuel Macron, ça. Pour vous, oui, c'est sûr, il est candidat, mais Zemmour. Vous parlez de lui comme s'il était déjà candidat. Pour vous, ça fait aucun doute? Vous savez, moi je suis une grande fille simple. Hein. Quand on fait des affiches Zemmour président, qu'on va chercher des parrainages, qu'on cherche des financements, qu'on prend un local de campagne et qu'on répond à des interviews comme candidat, c'est qu'on est candidat, quoi. Donc, normalement. Aucun rapprochement n'est plus possible entre vous. Mais de toute façon, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il va passer le pas de sa candidature officielle, de toute façon, il n'y a plus de rapprochement possible. Le rapprochement, il peut se faire le lendemain du premier tour autour de celui qui est arrivé au second tour. Et je pense que ce sera moi. Merci Marine Le Pen, merci Florent et François, merci d'avoir suivi cette grande interview. À très bientôt pour une grande interview politique sur la Provence.